18h-19h, Time Sport, avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. Chers auditeurs, chères auditrices de Beurre FM et les amoureux de sport, les amoureux de Time Sport, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission consacrée au sport dans sa grandeur, dans sa largeur. Évidemment, on va parler du Paris Saint-Germain qui risque des sanctions après le match face à Manchester United. On va également parler de la Ligue des Champions, des deux matchs d'hier, notamment de la victoire du Real Madrid avec un but de Karim Benzema contre l'Ajax. Enfin, on parlera aussi de la Ligue Europa avec le dernier représentant français en Ligue Europa, le Stade Rennais, qui est opposé au Betis Séville ce jeudi à 18h55. Et enfin, on finira avec justement le VAR. Y en a-t-il marre du VAR? La vidéo est-elle en train de pourrir le football? C'est parti pour une heure de sport. Time Sport. Et pour nous accompagner dans ce studio, Juan José Dorado. Comment ça va, Juan? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, voilà, buenos días. Comment ça va, notre cher coach, notre coach Tolé? Bah écoute, ça va bien, impeccable. Impeccable, quand tout est impeccable. À chaque fois, tu prends l'accent de Marseille. C'est vrai que Alexandre le faisait remarquer hier, mais... Guillaume, attends, il y a les rayons du soleil qui te regardent. Ouais, mais on a Paris, là. Oh. Bon, il n'y a pas que Paris qui nous écoute. Alexandre, c'est bon, comment ça va, Alexandre? Ça va, Guillaume, ça va très bien. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Faut quand même préciser, parce que si ça pourrait être mal pris, hein, attention, que notre ami coach Tolé n'est pas seulement coach. Hein. Claude, il est aussi comédien. Eh oui. C'est aussi pour ça le petit côté, voilà, je joue un personnage. Exact. Voilà. Exact. Tu fais bien le rappeler. Et puis, c'est important de le dire. Et puis notre emblème, l'ambassadeur de cette émission, Mamadou Lamine Mané. Comment ça va, Mamadou? Hola. Buenas tardes. Il est espagnol. Il y a de l'effort, mais c'est pas encore ça. Comme mon ami Juan José arrive, c'est un peu l'heure espagnole, son passage est sud-américaine. Là, on a passé l'heure espagnole. Il est 18h, c'est plus trop l'heure espagnole. Mais je vais quand même aussi Là, il est jeune, rajouter bonne et joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux et les amoureuses. Ah, ça c'est Moi, important. je suis seul, C'est vrai, donc si je peux trouver une dame ce Par soir, contre, on oublie souvent ceux qui s'appellent Valentin. Les vrais Valentins. Voilà, on nous dit ceux qui s'appellent Valentin. En tout cas, On les oublie, ceux-là. c'est pas. Il n'y a pas forcément de rapport ni de transition, mais c'est l'heure du ras-le-bol. Time Sport, le ras-le-bol. Et le ras-le-bol, non, cher auditeur, c'est pas la Saint-Valentin, c'est justement les sanctions, c'est le Paris Saint-Germain qui risque des sanctions après le match à Manchester United suite à une enquête de l'UEFA sur les débordements des supporters parisiens. Donc à qui incombe-t-on justement la responsabilité des agissements des fans du Paris Saint-Germain au club qui gère justement la partie du déplacement, l'encadrement et puis également le service d'ordre aussi une fois sur place. Comment on peut expliquer un peu gérer aussi cette situation, voilà, alors que le Paris Saint-Germain risque des sanctions? Alexandre? Non, je pense que c'est la faute de Neymar. Non, je plaisante. C'était pour détendre la C'est toujours la faute de Neymar. Non, écoutez, c'est toujours très compliqué de désigner des coupables dans ce genre de situation. Vous êtes un groupe de 200, 300 personnes. Je prends au hasard, je prends pas forcément l'exemple du Paris Saint-Germain. Vous êtes dirigé par des encadrants, que ce soit dans un centre aéré, dans une colonie de vacances ou dans le cadre de supporters qui se déplacent. Mais vous êtes responsable quand vous êtes encadrant, on va dire que vous êtes responsable également des gens que vous transportez. Mais là, en l'occurrence, vous êtes responsable de personne puisque n'importe quel gugus peut foutre le bordel. Il rentre dans une boutique, il rentre au stade. On a vu l'exemple au stade Vélodrome, un type qui jette une bombe agricole ou un pétard. Mais il faut vraiment être demeuré déjà pour être comme ça. Donc, c'est la faute à personne, la faute de personne en l'occurrence. Puisque malheureusement, la société devient de plus en plus violente, même si dans le cadre de supporters, on l'a vu depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, une quarantaine d'années, ça existe. Le Paris Saint-Germain, ils ont pris des mesures pour éviter ce genre de débordement. Ils ont pris des mesures, mais tu sais pas si toi demain tu vas pas péter les plombs et avoir un acte de folie et taper quelqu'un ou casser une boutique parce que tu t'es pris pour je sais pas quoi. C'est comme les gilets jaunes, on en a vu quelques-uns péter des plombs et après ils disent écoutez, je comprends pas ce qui s'est passé, c'est pas moi-même, j'ai été pris dans le mouvement de foule. Ça peut arriver. Là, il faut identifier. Le Paris Saint-Germain doit, en revanche, identifier les fautifs, s'ils n'ont pas déjà été arrêtés par la police, aller savoir sur place, et les sanctionner et les interdire à vie de stade. Voilà. Si c'est des récidivistes, si c'est une première, à la limite, on peut jouer la clémence et dire attention,
c'est la première et la dernière. Donc pour toi, ça serait l'interdiction de stade. Bah oui, c'est évident. Justement, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Beurre FM, on parle du Paris Saint-Germain et notamment le Paris Saint-Germain qui risque des sanctions après le match contre Manchester United et surtout une enquête de l'UEFA. Vous pouvez réagir au 01 53 48 30 00 ou avec le hashtag TimeSport sur Twitter et sur Facebook. Mamadou, comment justement gérer ce genre de situation, parce que je veux dire ça aggrave un peu la situation évidemment pour les supporters, mais surtout le club, ça donne pas forcément une bonne image. Bah, moi je partirais pas du principe que c'est de la faute à pas de chance. Mais non, c'est pas de la faute à pas de chance, parce que quand même il y a des antécédents, excusez-moi. On peut identifier. Je suis quand même surpris par rapport à les Anglais qui sont quand même très pointus sur la surveillance des fans, des supporters pour les débordements autres. Comment on a pu effectivement laisser rentrer ces débordements-là. Alors, est-ce qu'ils sont dus aux fumigènes? Est-ce qu'ils sont dus à des bagarres pendant entre supporters? C'est quand même assez, ça me surprend un petit peu. Après, et Mamadou, toi qui connais très bien le PSG, il n'y avait pas eu une histoire avec un supporter de Chelsea qui avait ensuite été reconnu dans le métro, je sais pas quoi. Carrément, Une histoire de petite revanche. on était carrément raciste dans le métro. carrément en dehors de l'enceinte du stade. Il avait quand même été identifié et les Anglais ont été très durs par rapport à ce supporter-là. Donc moi, je ne mettrais pas ça sur le compte de c'est de la faute à pas de chance. Il faut sanctionner, bien sûr, parce que de toute manière, par ricochet, c'est le club qui paye. Quoi qu'il arrive. Il paye en termes d'image, en termes de sanctions, qu'elles soient financières ou d'interdiction jouer des matchs à huis clos. On ne peut pas laisser passer ce type d'agissement. Il faut être dur. En tout cas, il faut être dur, mais en tout cas, c'est intéressant de rappeler également que le club parisien fait l'objet, comme Manchester United, justement d'une enquête de l'UEFA sur les débordements des supporters. Pas forcément que sur ce match-là, mais sur aussi les matchs précédents de Ligue des Champions. Comment gérer cette situation, Roi Rosset? En fait, il y a deux choses. Le débordement à l'intérieur du stade et dans le cadre d'un voyage organisé par le PSG, c'est le PSG qui est responsable. J'ai accompagné les équipes espagnoles dans des déplacements à l'étranger, et notamment il y a quelques années, j'avais accompagné les supporters de l'Atlético de Bilbao qui venaient jouer face au PSG. On a atterri à Paris, on est rentré dans des bus, on nous a déposés à l'entrée du stade, on nous a accompagnés jusqu'à le gradin où il y avait les supporters de Bilbao. On a attendu que le stade soit vide pour nous faire sortir et nous amener dans les bus. Donc ça, c'est un voyage encadré, et donc c'est la responsabilité du club qui encadre ce voyage. Dans ce cas précis, ça serait le PSG. Donc il n'est pas assez encadré, c'est ça que... Voilà, donc ou bien c'est le fait des supporters qui ont acheté leur billet ailleurs, mais à ce moment-là, ils ne sont pas du tout avec les supporters du PSG qui voyagent dans un cadre déterminé par le PSG, et à ce moment-là, ils ne sont pas avec eux. Forcément, ils sont ailleurs dans le stade. Donc, c'est la responsabilité à ce moment-là de la sécurité de Manchester qui doit effectivement bien fouiller pour qu'il n'y ait pas des fumigènes qui rentrent, etc. Mais si c'est dans le cadre effectivement d'un voyage organisé par le PSG, c'est le PSG qui est le responsable de la première seconde à la dernière seconde. Et je vous dis, j'ai accompagné des équipes espagnoles et le règlement est très strict. Donc, il ne pourrait pas y avoir pas d'échappatoire. Donc, en tout cas, il faudrait plus d'encadrement. On va demander à notre coach Tollet, justement, est-ce que la bonne nouvelle n'est-elle pas qu'aucune procédure ne devrait être ouverte sur les insultes de Di Maria aux fans de Manchester United, au-delà de voilà ce qui a pu peut ternir, on va dire, en dehors du stade comme à l'intérieur du stade, cette belle soirée, évidemment remportée par le Paris Saint-Germain. Il a insulté les supporters. Oui. Il dit des petits noms d'oiseaux. Tu n'en reviens pas. Après ça, malheureusement, tu le retrouves à chaque match, chaque rencontre. Je ne pense pas qu'on aille jusque-là. Maintenant, là, pour revenir quand même au sujet principal, tu sais, les supporters qui ont tendance à se déplacer sont des passionnés qui donnent de leur temps, mais sont en général aussi les plus fadas. Et c'est vrai que quand tu as des effets de groupe comme cela, j'ai plus envie. L'année dernière, j'étais parti à Braga aussi pour la rencontre face à Marseille. Bah, t'as des fous furieux, donc tu peux avoir le meilleur encadrement du monde. T'as toujours, malheureusement, c'est une poignée, hein, c'est une infime, mais t'as toujours quelques abrutis. Il faut savoir que ces mêmes supporters-là arrachent leur propre siège quand ils vont à domicile quand ils sont, tu sais, dans la tribune Auteuil. Moi, ce qui m'embête un petit peu dans cela, c'est qu'en fait, on a besoin de supporters, parce que sans supporters, t'as pas de football, t'as pas d'ambiance, t'as besoin d'avoir une vraie ambiance. Ils ont montré une ambiance extraordinaire. Mais derrière tout ça, enfin, je veux dire, les gars, ils sont pas responsables, quoi. Enfin, c'est insupportable.
comme disait Alexandre, est-ce qu'on doit pas... Il donne raison aux personnes qui ne connaissent pas grand-chose et qui disent voilà, les supporters, le football, c'est ci, c'est ça. Non mais ça d'accord, mais est-ce qu'on devrait pas plus les sanctionner? Est-ce qu'on devrait pas plus les sanctionner? Parce qu'au final, qu'ils soient Fada, d'accord, qu'ils soient supporters. On va leur interdire de déplacement si le PSG va en quart de finale, et puis ça recommencera. Enfin, pour suivre particulièrement Marseille, c'est le même problème que tu rencontres depuis 15-20 ans, c'est-à-dire que ça continuera. Ça sanctionne le club au final et ça sanctionne aussi les supporters. Ça n'arrive qu'en France. Ça n'arrive qu'en France. Excuse-moi, ça n'arrive qu'en France de façon générale. Tous les week-ends. J'allais partir un peu sur ce débat, mais... C'est pas les cas en Allemagne, c'est pas les cas en Espagne, c'est pas les cas... C'est Grande Roté, là, il ouvre la porte et c'est en Italie, c'est en Turquie, en Grèce, dans d'autres pays. Et on sait prendre des messieurs. Ça marche ailleurs. Ça n'arrive pas dans tous les pays, c'est ça. À la rigueur, et la France fait partie des pays où ça arrive. Mais il y a beaucoup de pays où ça n'arrive pas. Et c'est quand même dommageable. Et on a reparlé, pourquoi pas faire une diversion, on a parlé de la relation entre les dirigeants et les supporters et les clubs de supporters. En France, elle n'est pas franche. Oui, mais en France aussi, on a aussi des gens qui viennent au stade et qui sont des gens qui font partie du peuple et du forcément avec des classes sociales aussi inférieures. Quand on regarde en Espagne, pour aller faire un déplacement c'est Barcelone, la place pour voir Barcelone-Récafé, c'est 300 ou 400 euros. Excuse-moi, mais à un moment donné, on va arrêter les bêtises. En Angleterre, c'est des ambiances de cathédrale. J'aimerais savoir combien coûtent les places. C'est bien de taper sur les Français, sur les Italiens, mais nous aussi, on a encore des gens qui vont au stade et qui ont des petits budgets, qui ont encore envie de faire partie de cette passion, et pas que d'être vendus au capitalisme. Alors d'accord. Le populaire et le popularisme risque, on peut mourir au stade, mais c'est n'importe quoi. Non, pas mourir. Je ne fais pas partie de ces gens-là qui veulent mourir au stade, évidemment, et je condamne ces choses-là. Les amis, on était plus avant de comparer. C'est vrai qu'attendez, c'est vrai que Juan José a raison sur le fait que ça se passe pas partout et à cette fréquence-là, mais on était plus sur la partie solution. Je vais juste revenir un peu sur quelle solution on peut proposer face à ces problèmes-là. Voilà. Et lui-même l'a dit tout à l'heure. À vie, c'est fini. Mamadou. On peut mettre tout sur la balance, l'affect, la passion du supporter, mais le jour où on a un mort, il est où? Où est l'affect? Mais il y en a déjà eu. Où est l'affect? Ça n'a aucune proportion et il suffit juste d'un mort parce qu'on ne doit pas rentrer dans un stade, sauf raison médicale, quelqu'un peut mourir pour une crise cardiaque, c'est pas ça, mais parce que c'est impossible. Moi, aller au stade, c'est comme aller au cinéma. J'imagine pas aller au cinéma et qu'il y ait une bagarre. J'imagine pas aller au théâtre et qu'il y ait une bagarre. J'imagine pas aller voir une pièce d'opéra et qu'il y ait de la bagarre. C'est la même chose. Donc on n'a pas le même contexte. Quand Alex dit que c'est populaire, mais pour moi, c'est pas une excuse. Ça veut dire quoi populaire? Alors comme c'est populaire, comme les gens ont peu d'argent, ils ont le droit d'aller sur le stade et de s'exprimer. C'est pas possible. C'est pas. Attends, alors là, Alexandre, tu interprètes mal mes propos. Tu fais semblant de pas comprendre. Non, mais ce que je veux dire. Ce que je veux dire, je vais réexpliquer, c'est que effectivement, quand on nous cite en exemple l'Allemagne, l'Angleterre ou l'Espagne, on voit le prix des places aussi. Et effectivement, tu touches des catégories socio-professionnelles où les gens sont peut-être un peu plus éduqués, un peu plus calmes au quotidien et qui rentrent un peu plus dans le rang. Et on sait très bien que souvent les énergumènes qui sont dans les stades, voilà, il y a quelque chose qui manque dans leur éducation, dans leur quotidien de la vie peut-être, mais ça n'excuse pas. Et on est d'accord. Et je ne veux pas excuser ce qui s'est passé. Et je suis évidemment, il faut sanctionner. Quand on est dans le stade, on déchire, on casse les sièges, on les jette, on les brûle, etc. C'est scandaleux. Et oui, il faut sanctionner. Alors, je vais donner la parole à notre coach Cholet qui s'empresse et qui a envie de réagir à tes propos. Claude, tu n'es pas du tout d'accord avec cette analyse d'Alex? Ouais. Si, je suis d'accord justement là, pour aller dans son sens. C'est vrai que c'est pas l'excuse, Mamadou, je suis d'accord que c'est parce que tu viens d'un milieu beaucoup plus compliqué que tu dois te permettre de. La preuve en exemple, tu prends le Racing Club de Lens, qui est une région qui est en difficulté, clairement. Ils ont pourtant un comportement exemplaire. Je pense qu'il y a un problème de mentalité. Je suis pas persuadé que tous les socios qui sont en Espagne. Il y a un problème de mentalité, malheureusement, dans certains pays. C'est dommageable. Et en fait, tu as besoin des supporters en même temps, et en même temps, ils se mettent des bâtons dans les roues. Donc, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant. On restera sur ce mot-là. C'est le mot de la fin. C'est fatigant. En tout cas, on espère que ça se passera pas comme ça au match retour au Parc.
Parc des Princes face à Manchester United. Il sera peut-être à huis clos, on verra ça. En tout cas, on se rejoint dans quelques instants sur Beurre FM. On va parler de la Ligue des Champions, notamment du Real Madrid qui s'est imposé hier à Amsterdam face à l'Ajax 2-1 avec un but de Karim Benzema. On va également parler de la Ligue Europa avec le dernier représentant français en Ligue Europa, Rennes. À tout de suite sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. Et on est de retour sur Beurre FM et sur Time Sport avec vos consultants Juan José Dorado, Claude Tollet, notre coach qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, Alexandre Seban, Mamadou Lamine Mané. On a parlé du Paris Saint-Germain qui risque des sanctions après son match à Manchester United et maintenant on va parler de la Ligue des Champions. C'est incroyable mais vrai, c'est tout de suite, c'est maintenant. Time Sport. Et oui, incroyable mais vrai, évidemment, ça se passe en Ligue des Champions puisque, comme je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi la journée d'hier, Tottenham s'est imposé 3-0 face à Dortmund et surtout le Real s'est imposé sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam 2-1 avec des buts de Benzema et Marco Asensio dans les dernières minutes, d'ailleurs à la 87e. Donc le Real qui est bien parti finalement pour se qualifier pour les quarts de finale. Mais ce qu'on retiendra de ce match, c'est surtout Sergio Ramos est-ce qu'il a fait exprès de se prendre un carton à Amsterdam ce mercredi en 8e de finale de Ligue des Champions? Alexandre, t'étais un peu dubitatif. Non, je suis dubitatif parce que je pense que c'est pas ça qu'on va retenir de ce match. On va retenir la très belle prestation de l'Ajax d'Amsterdam qui a bien tensé le Barça, qui aurait probablement dû prendre on parle du Barça. Je suis obnubilé. Le Real. Juan José, excuse-moi. Le Real Madrid, excusez-moi, c'est un lapsus, qui a bien tensé le Real, qui aurait probablement dû prendre l'avantage, mais on en reparlera tout à l'heure dans l'émission. Très très belle performance de l'Ajax Amsterdam et il faut les féliciter aussi pour ça. Et le Real, bon, alors ce fameux carton, pour y revenir, franchement, et alors, même s'il l'a fait exprès, et alors, quel est le problème? Je vois pas le problème, il l'a fait exprès. C'est ça le football, les amis, hein. Parfois on fait une faute qui sert à quelque chose pour empêcher un contre. Parfois on fait une faute pour prendre un carton et être suspendu lors du prochain match parce qu'on sait que derrière ça va être compliqué avec les quarts, les demi et machin. Donc voilà, c'est le football, les amis, c'est ça, hein. On a le droit de prendre un carton, il n'a pas découpé le joueur. Voilà. Pour une fois, il n'a pas cassé une épaule. Et voilà, j'ai envie de vous dire, et même s'il l'a fait exprès, et alors? En tout cas, on va continuer de parler justement de la journée d'hier en Ligue des Champions, notamment cette victoire du Real Madrid de 2-1 avec un auditeur qui nous appelle de Paris, Ahmed. Voilà, Ahmed, bonsoir. Bonsoir messieurs. Salut Ahmed. Bonsoir Ahmed. Alors merci. Il n'y a pas une demoiselle, une madame? Il n'y a pas de madame aujourd'hui. Pas ce soir. Mais attention, Claude peut tout jouer. Alors attention, on a un comédien avec nous. En tout cas, comment tu as trouvé justement la performance du Real Madrid hier sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam? Mes amis, par rapport à ce que j'ai écouté au début de l'émission, je tiens à vous dire simplement que j'ai une journée éreintante de boulot, comme beaucoup de personnes, et c'est un plaisir de vous retrouver. Merci. Et pendant quelques secondes, on a eu peur. Il va dire, vous me gonflez, je vais raccrocher. Je dis, merde. Messieurs, je vous demande de vous arrêter. On arrête. Messieurs, sincèrement, moi, il y a des émissions que j'ai plus envie d'écouter. Ils parlent pas de football, c'est des tocards. Ils parlent juste en dessous de la ceinture. Ça m'intéresse pas. Bon, en tout cas, il y a du niveau ici. Merci de nous écouter. C'est un merci messieurs, vraiment. Succinctement, je vous le dis, moi, j'avais parié. Vous le saviez avant-hier, je vous avais dit Manchester United battait le PSG. Je me suis trompé, messieurs, sur le formulaire, vous savez, d'inscription loto. Pour moi, c'était PSG, Manchester, et j'ai mis les chiffres à l'envers de 1. Là, on est sur le Real Madrid, Ahmed. J'y arrive tout de Ben suite. oui, mais faut y arriver assez vite parce que comme tu le sais très bien. 5 secondes. Je vous dirai simplement que dans l'échec, il y a toujours de la vertu. Et je vous dis que Karim Benzema, el mejor, comme on dit en espagnol. Regardez ce qu'il a fait. Il a peut-être pas gagné de Coupe du Monde. Il a gagné, je crois, 4 Coupes. Ligue des Champions. 4 Ligues des Champions, 3 consécutives et une autre alternative. Il n'est pas tout seul. Il
Il n'est peut-être pas tout seul, monsieur, mais c'est un très très grand joueur. Je ne regarde pas ce qu'il a opposé à la fédération, à l'entraîneur, à quoi que ce soit, mais je peux vous le certifier, messieurs, à l'instar de Zidane et d'autres joueurs, c'est probablement l'un des plus grands joueurs actuellement en Europe. En tout cas, merci Ahmed d'avoir témoigné surtout cet engouement pour le Real Madrid, mais surtout pour Karim Benzema, on l'aura retenu, et pour Time Sport, et pour nous, ça nous fait plaisir en tout cas, et puis n'hésite pas à nous rappeler justement. Je t'embrasse, à bientôt. À très vite, Ahmed. à très vite, Ahmed. À très vite. On continue de parler du Real Madrid et notamment de sa victoire hier sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. Comment tu les as trouvés, cette équipe madrilène, Juan? Ça a été très compliqué, Alex l'a dit effectivement. La jeunesse de l'Ajax a surclassé tout au long du match le Real, mais c'est là où on a vu aussi l'efficacité des grands joueurs, et l'expérience aussi quelque part des joueurs du Real. C'était compliqué, mais c'est aussi normal. Il faut juste se rappeler que le Real venait de jouer successivement le Barça à Barcelone, l'Atlético de Madrid dans le derby quelques jours auparavant, donc le week-end dernier. Donc c'était une équipe qui était un peu fatiguée. Et puis notre ami Solari a opté pour mettre sur le terrain des joueurs comme Gareth Bale, qui était remplaçant dernièrement, a laissé au repos Lucas. D'ailleurs, quand Lucas Vázquez est sorti sur le terrain, ça s'est amélioré pour le Real Madrid. C'est logique qu'il s'est souffert, mais à la fin, la victoire, c'est ce qui compte. Et c'est vrai, pour revenir au sujet d'avant, Sergio Ramos a cherché le carton. D'ailleurs, il a dit en son il s'est rétracté par un tweet par la suite, mais tout à l'heure, une télé espagnole a montré des images pendant les matchs où il parlait avec le banc de touche en leur demandant s'il fallait qu'il force le carton, ce qu'il a fait 2 minutes après. C'est pas loupé. Seul problème, c'est que maintenant, il risque pas un match, mais 2 matchs de suspension, effectivement. C'est considère qu'il marche sur sa tête. Est-ce que le Real Madrid, la question que justement les auditeurs se posent également, est-ce que le Real Madrid pourrait totalement passer à côté d'un quart de finale de Ligue des Champions au retour, vu la physionomie du match aller? Faut passer à côté d'un quart de finale, bien sûr, vous pouvez passer à côté d'un quart de finale si vous tombez face au match contre PSG. Je crois qu'il voulait dire le match retour. Le match retour, exactement. Ça paraît peu probable qu'il passe à côté du match retour parce que depuis que Solari a repris le Real est en nette amélioration de ses résultats. Aujourd'hui, à un moment donné, il était à 10 points du Barça, il n'est qu'à 5 points aujourd'hui. 5 points, c'est rien du tout, hein, dans un championnat 50 à 45, je crois, non? Et avec le goal average, ça fait 6. Hein. Donc, en fait, le fait est qu'effectivement, ça paraît compliqué. Et je ne crois pas qu'ils vont passer à côté. Encore une fois, l'expérience du Real face à l'Ajax, ça va leur permettre de réussir. Mais encore une fois, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Le PSG le sait. Après la remontada. Petite correction, c'est 51 à 45, plus le goal average, ça fait même 52. C'est parce rien. Que le goal average est important. C'est rien du tout. Ceci étant, c'est pas grand-chose. La marge n'est pas de tout. Mais ceci étant, soyons précis. Claude, comment tu as trouvé cette équipe du Real Madrid hier sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam? En difficulté face à une très bonne équipe de l'Ajax Amsterdam avec une génération montante. Génération dorée. On l'a notamment vu il y a 2 ans en finale de Ligue Europa et il n'y a pas si longtemps que cela avec l'équipe de France. Maintenant, après, le Real s'en sort plutôt bien, on va dire, à l'expérience. Voilà, ils ont été décisifs, ils ont gagné le match qu'il fallait à l'extérieur. Et puis ils sortaient d'une semaine aussi compliquée avec ce match face à l'Atlético et le match en Coupe du Roi face au Barça, ce qui montre quand même que sur ces 3 rencontres, 3 compétitions différentes, aussi importantes, que le Real est en train de revenir. Donc on les avait enterrés peut-être un petit peu trop vite, mais même s'ils sont peut-être moins fringants que les années précédentes, il y a des joueurs encore de classe mondiale, donc attention. Ceci étant, si je peux me permettre, pour compléter ce qu'ont dit Claude et Juan José, on a déjà vu un Real comme ça à cette période de l'année. Les années précédentes, souvenez-vous, même si effectivement le Real a battu le PSG l'année dernière en 8e de finale de la Ligue des Champions, on voyait bien que le Real n'était pas au mieux.
Et c'est la raison pour laquelle on se disait que le PSG devait normalement passer et qu'il y avait la place, etc. Ceci étant, le Real n'est pas toujours en grosse forme au mois de janvier-février et se remet en route. Bon, après, on verra, puisque maintenant qu'il n'y a plus Zidane et surtout il n'y a plus Cristiano Ronaldo sur le terrain, c'est pour la suite qu'on peut être un peu plus inquiet pour le Real Madrid. Mamadou, tu veux rajouter quelque chose sûrement? Je dirais que le Real, c'est typiquement ce genre d'équipe, la grande équipe, qui peut, malgré les variations qu'elle peut connaître en championnat ou autre, elle est toujours présente au bon moment, toujours présente en Ligue des Champions. Ils ont fait preuve d'un pragmatisme et d'une froideur. Je ne sais pas si le mot peut se... Enfin, ils ont été cliniques. Et ça ne m'étonne pas du Real, parce que c'est l'équipe qui va toujours se transcender et qui trouvera en tout cas le moyen, parce que les joueurs sont chargés de l'histoire du club. Et vraiment, dans ce club-là, il n'y a pas beaucoup de clubs où, effectivement, que quand on est tensé comme ça, je m'en fais jamais, grosso modo, pour Real. Et à un moment donné, effectivement, quand les joueurs de l'Ajax n'ont pas réussi à switcher leur domination, j'étais persuadé qu'à un moment ou à un autre, ça allait passer pour le Real, et quand c'est placé après, ils leur ont coupé les pattes. Et le Real, vraiment, est typiquement ce club-là, et c'est pas pour rien. Il y a eu un but refusé aussi. C'est pas pour rien. Oui, mais tout ça, c'est un Alex. Non, je sais bien. Disons qu'à 1-0 pour l'Ajax, va savoir s'il sourit pas derrière. Ça aurait pu être autre chose. Des fois, on parle même des fois de l'arbitrage qui peut pencher d'un côté ou de l'autre. Parce qu'il y a la force d'une équipe, il y a la force d'un mythe, il y a la force d'une institution qui fait qu'à un moment donné, ça passe. Et le Real, c'est vraiment pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'équipes comme ça. Il y en aura peut-être 2 ou 3 où à chaque fois, on peut être surpris que ça passe. Et c'est ce qui se passe avec le Real. C'est la raison pour laquelle ils ont remporté plusieurs Ligues des Champions. C'était pas la plus belle équipe d'Europe depuis ces dernières années. C'est pas du tout la plus belle équipe. Les chiffres, ils ne mentent pas. Les chiffres, ils ne mentent pas. Oui, puis de toute façon, peu importe, ce match, ils l'ont gagné ils dans la difficulté, mais dans les dernières minutes, mais ils l'ont gagné ce match. C'est pas grave que de gagner dans la difficulté, le but du jeu, c'est passer le tour supplémentaire. Bien sûr, pour les autres rendez-vous en Ligue des Champions à suivre, après, évidemment, ces matchs, les matchs d'hier, c'est Lyon qui affrontera Barcelone mardi prochain, ou encore Liverpool contre le Bayern, l'Atlético contre la Juventus, Schalke contre Manchester City. Là, il y a des gros matchs qui approchent. Très et puis notamment surtout la deuxième équipe française, Lyon qui rentre en lice. Donc forcément, il y a forcément, le Real peut avoir peur également. Enfin, les grosses Barça, tu veux dire? Le Barça aussi. Le Barça. Tu parlais de Lyon, toi. Tu parlais du Barça. Tu parles de peur. Moi, une équipe comme le Real, je sais pas si elle a peur de qui. Peur de qui dans le sens, oui, tu respectes ton adversaire, tu vas au match en sachant que ils savaient très bien que ça allait être compliqué contre l'Ajax, et ça c'est parce que l'Ajax est en pleine bourre, et ils savaient très bien qu'ils allaient avoir des difficultés. Mais en fait, ils ont une manière d'anticiper, d'appréhender ce type de match, que quoi qu'il arrive, ils vont prendre la vague. Et grosso modo, tu fais le dos rond, et à un moment donné, ton expérience, tes joueurs de qualité feront la différence. C'est ce qui se passe à chaque fois. Donc moi, dire que le Real a peur, comme tu dirais, effectivement, le Barça ou le Bayern ne s'avancent jamais sans avoir un petit peu de crainte, mais ils ont cette forme de supériorité logique qui fait qu'ils peuvent affronter tous les matchs sereinement, entre guillemets, même en étant ballottés. Je suis sûr que Claude sera d'accord également. Toi qui es entraîneur en plus, en général, on n'a pas peur de jouer un adversaire. On peut craindre une tactique des joueurs, mais c'est pas de la peur. Et puis à ce niveau-là, dans les grands clubs, personne n'a peur de quoi que ce soit. Non. Là, t'es au stade des 8e, quart de finale. Je veux dire, là, t'as forcément des équipes, t'as les meilleures équipes avec les meilleurs joueurs. Donc, ils attendent que ça, les gars. La question qu'on pourrait se poser, on l'a vu sur les réseaux, Juan, c'est justement, est-ce que le Real est vraiment sorti de cette Ronaldo-dépendance? C'est très compliqué de sortir de la Ronaldo-dépendance. Vous regardez les chiffres, effectivement, l'efficacité de Ronaldo n'est pas celle de Benzema, mais Benzema a su reprendre le flambeau laissé par Ronaldo. Aujourd'hui, il se retrouve avec 19 buts en 38 matchs cette saison. Donc, ce qui n'était pas son cas l'année dernière, où il était à 11 buts, je crois. Ouais. Donc, il a repris le flambeau. Il devient un homme incontournable dans le schéma tactique du Real Madrid, et pas uniquement parce qu'il arrive à marquer des buts, mais parce qu'il sait accompagner, parce qu'il sait créer des espaces, parce qu'il sait aider le milieu des terrains. Donc c'est un homme vraiment incontournable. Déjà à l'époque d'Ancelotti, il l'était. Donc quelque part, il a repris ce flambeau qui a été laissé par Ronaldo, mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que quand même, il y a la profondeur du banc de touche. Hier, vous sortez Asensio qui vous marque un superbe but à la fin du match pratiquement. Donc voilà, le banc de touche du Real n'est pas celui de l'Ajax. Ils ont la jeunesse, le Real a le banc de touche. Et quelle action de but en plus. Et le Real quel banc de touche. On aura l'occasion d'en parler. Pas vraiment, mais il montre une puissance. Restez connectés sur Beurre FM dans quelques instants. On va parler de la Ligue Europa. À tout de suite sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Mascari sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Mascari sur Beurre FM.
Et on est de retour sur Beurre FM avec vos consultants Alexandre Seban, Mamadou Lamine Mané, Juan José Dorado ou encore notre coach national, notre ambassadeur, Claude Tollet. Voilà l'ambiance un peu dans le studio comme ça, voilà, ça vous donne un petit avant-goût avant le match de ce soir, évidemment la Ligue d'Europa et puis surtout de notre rubrique, la victoire. Time Sport, la victoire. Enfin, c'est pas encore fait, hein, mais ça peut être une victoire. En tout cas, c'est le dernier représentant français en Ligue Europa. On va voir un peu quelles sont les atouts du Stade Rennais opposé au Betis Séville ce jeudi. Cette équipe rennaise inexpérimentée, enfin du moins ils ont connu quand même un peu de Ligue Europa. Ils sont pas totalement inexpérimentés. Hein, c'est la première fois qu'ils arrivent en 16e de finale, je crois. Voilà, à ce niveau-là, mais je veux dire, ils ont déjà connu les phases de poule. Les phases de poule, voilà. Donc après, évidemment, c'est la première fois qu'ils arrivent en 16e de finale. Et comment justement le Stade Rennais peut appréhender ce match, Mamadou? Pour moi, il a tout intérêt à l'appréhender sous le statut du jeune premier, celui qui a tout approuvé, tout à donner. Parce que là, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Il faut emballer le match. Il n'y a pas de calcul à avoir. A priori, le Betis Séville, quand même, en termes de passé en européen, est beaucoup plus solide. Les équipes espagnoles sont quand même beaucoup plus empreintes de ce passé et de cette expérience européenne. Rennes, c'est un jeune premier. Il faut qu'il tente sa chance comme un jeune premier, à savoir pas de calcul. Il joue à domicile. Il y a un match retour à aller jouer à Séville qui sera quasiment autre chose, dans une autre ambiance. Là, il n'y a pas de calcul à faire. Enfin, calculer pourquoi faire? Pour espérer faire quelque chose au match retour? Non. Il faut aujourd'hui imprimer quelque chose et espérer pouvoir bousculer cette équipe qui est très très solide. Juan José va nous en dire quelques mots. Et surtout, marquer des buts. Il faut marquer. Il faut partir avec un minimum. Enfin, dans l'esprit des Rennais, il faut partir en se disant, dans la mesure du possible, avoir un petit matelas. Parce que là-bas, ça va être une autre chanson. En tout cas, c'est dans 15 minutes, hein, le début du match. Quels atouts pour le Stade Rennais face au Betis Séville ce soir, Alexandre? Écoute, moi, je prendrai un petit peu la suite de ce que vient de dire Mamadou, et à juste titre. Ceci étant, je dirais quand même que le Stade Rennais ne peut pas se permettre d'imaginer un petit matelas avant de partir là-bas jouer en Espagne, parce que tout simplement le manque d'expérience est là, et comme Mamadou l'a bien dit, il faut jouer à fond ce genre de match, parce que il faut s'éclater. Si on joue pas maintenant en Coupe d'Europe, on jouera jamais. Et Rennes a besoin de ça, comment dirais-je, de pimenter un petit peu sa saison, mais il faut quand même s'inspirer de ce qu'a fait le PSG il y a 48 heures, à savoir de l'implication, du sérieux, de la rigueur, pour essayer déjà justement de ne pas prendre le bouillon face à une équipe qui est plus expérimentée, ou historiquement plus expérimentée en tout cas, et qui peut vous balayer évidemment sur des attaques rapides, sur un jeu technique. Là, on peut quand même constater que Rennes a très bien géré le week-end dernier en championnat, puisqu'ils ont tapé l'AS Saint-Etienne, qui n'est pas n'importe quelle équipe dans le championnat de France cette année, avec une victoire 3-0. On a vu un bon Mbaye Niang, on a vu du Ben Arfa, on a vu du Grenier, on a vu une équipe qui peut-être monte en puissance avec un nouvel entraîneur. On l'avait déjà souligné, le petit Stéphane. Donc il y a du mieux depuis quelques mois. Et effectivement, il faut jouer, être rigoureux, impliqué et appliqué. Voilà, ce soir. Et pourquoi pas, après, imaginer un match au couteau. Pourquoi pas une petite victoire ce soir et aller chercher un bon résultat à l'extérieur. Si vous venez de nous rejoindre sur Beurre FM, on parle du Stade Rennais qui dispute l'un des matchs les plus importants de son histoire face au Betis Séville dans quelques minutes. Voilà, dans une dizaine de minutes, et c'est officiellement son premier 16e de finale de Coupe d'Europe. On va réagir un peu sur une phrase d'un grand joueur quand même. C'est qu'il y a près de 20 ans, en 1999, le club rouge et noir jouait son premier match prestigieux sur la scène européenne en Intertoto. C'était face à la Juventus de Zinedine Zidane. Et à ce moment-là, Zinedine Zidane avait déclaré que Rennes était un club appelé à grandir. Est-ce que ça peut être dès ce soir, Quelle élégance. J'espère que c'est pas ce soir que ça va commencer. Permettez-moi d'être un peu chauvin côté espagnol. Vous avez dit tout à l'heure, effectivement, c'est le dernier représentant Europa League de la France. Nous avons encore 4. Je dis ça comme ça, hein. Le Betis, Villarreal, Valence, trophée dans les armoires qu'on a justement, c'est pour ça, il faut se faire plaisir. Nous avons encore 4 équipes en Europa League. Alors, les 2 équipes se valent, parce que quand on regarde le classement dans leur championnat, que ce soit 8e pour Rennes à Paris, en France, ou 6e pour le Betis, ça c'est beau. Cela dit,
cela dit, c'est vrai que je regardais du côté des buts et l'équipe espagnole, elle marque systématiquement dans pratiquement tous ses matchs. Ils sont à 26 buts en Liga sur 23 matchs. Donc effectivement, ils arrivent à marquer pratiquement systématiquement. C'est une équipe qui a envie, qui depuis qu'il est monté en première division font des saisons qui sont quand même assez complètes, qui ont de l'expérience avec des joueurs comme Joaquin. Alors, les plus jeunes et les plus anciens doivent connaître Joaquin, qui était passé par le Real Madrid, même s'il avait été formé du côté du Betis de Séville. Mais il y a des absences aussi du côté du Betis. Il y a notamment Bartra, qui était il y a quelques années effectivement du côté de l'Allemagne et qui aujourd'hui est blessé et qui joue du côté de Betis. Bon, il y a le petit Canales aussi qui est là, Guardado, Lo Celso. Voilà, Lo Celso qui est parti du PSG, Canales qui était au Real. Donc voilà, il y a vraiment de l'expérience, il y a de la classe. Et puis, c'est une équipe qui veut vraiment aller très loin dans cette compétition. Je vous ai parlé des autres équipes espagnoles. Donc, je pense que Rennes... C'est quoi les trois autres petites équipes qui jouent C'est Valence, Séville et Villarreal, qui ont une très grande expérience en Europa League et en Champions League. En tout cas, Rennes n'est pas trop avec les équipes espagnoles, ça colle pas trop évidemment, puisque en 2011, je sais pas si tu t'en rappelles, Juan contre l'Atlético, ils avaient fini dernier de leur groupe, et puis surtout ils avaient pris au match retour, s'il me semble, il y avait eu un match nul à l'aller et 2-0 pour l'Atlético au match retour. Donc c'était assez compliqué. Rennes de la Bretagne, est-ce que tu vas te réveiller ce soir? Ça fait un moment. Franchement, c'est une vraie fête du football. Il faut savoir que le Stade Rennais, on n'en parle pas beaucoup, mais... La route de l'Orient. Ouais, Rosant le stadion. Non, tu te trompes, attention, ça c'est fini. Ils ont toujours entre 20 et 25 000 personnes au stade. Là, ils seront 30 000 ce soir. Les saucisses doivent bien griller là aux abords du stade. Et surtout, après, pour parler du terrain, Rennes a des arguments offensifs pour les mettre clairement en difficulté. Je pense que ça va être un match ouvert et qu'ils vont jouer décomplexés. De toute façon, leur priorité était de sortir de la poule. Là, ils jouent le Betis Séville qui logiquement est favori, mais franchement, moi j'y crois. Il y a la place pour Rennes pour réaliser un exploit, pourquoi pas. Et c'est quoi ton petit prono? Je pense que Rennes va s'imposer ce soir 2-1 et va quand même s'incliner en Espagne et ne passera pas. En toute neutralité, hein. Ça faut le rappeler pour les auditeurs et les auditrices de Beurre FM. Hein. Évidemment, t'es pas affilié au conseil général de la Bretagne ou rien du tout. Dis les vilaines. Si j'ai failli passer à Saint-Valentin en Bretagne, mais j'avais pas payé la carte n'est pas passée, donc on n'est pas parti. À mon avis, je me te couper Guillaume, et on fait encore un appel du pied à une de ses copines qui veut voir ce soir. J'ai pas pu réserver. Je connais Claude. Hein. C'est ça. En tout cas, tu vois comme Claude, tu vois Rennes s'imposer ce soir, Mamadou. Mon discours était qu'il fallait effectivement qu'ils emballent le match, mais compte tenu, alors si on est de manière complètement pragmatique, le Betis c'est une équipe de classe. Je vois un 2-1 moi pour le Betis. Je vois peut-être un but de Rennes. Je vois bien marqué aujourd'hui parce qu'ils vont être poussés par leur public, mais je vois quand même le Betis s'imposer quand même à la fin de ce match aller. Ah donc c'est moyen quoi. C'est pas du tout la même analyse. Tu crois pas en cette dernière équipe française en Tu m'as demandé quels étaient les ingrédients qu'ils devaient donner pour effectivement. Je te dis, c'est celui du jeune premier y aller. C'est pas pour autant qu'ils vont réussir à passer. Moi, je leur souhaite de mettre de la fougue parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils sortent. On ne les attend pas de toute manière. Donc il n'y a rien à perdre. Le but du jeu, c'est d'aller bousculer une équipe qui est a priori favorite. Maintenant, quand tu mets les choses de manière raisonnable à plat, le Betis a quand même beaucoup plus d'expérience et Juan Rossi nous a fait l'énoncé des joueurs qui composent cette équipe-là. Quand même, quand on fait la comparaison en face, peut-être un grand Ben Arfa, je ne sais pas. Ben Arfa, Gassard, Nian, Grenier, c'est pas mal. En tout cas, ils ont de quoi enflammer le match. Je leur souhaite. Alexandre. Chat échaudé craint l'eau froide, donc j'ai du mal à imaginer Rennes faire un exploit ce soir, renverser le Betis Séville, parce que je trouve que ça joue quand même mieux au ballon en face et qu'il y a des joueurs peut-être plus intelligents, plus décidés, plus sérieux. Je souhaite en revanche que Rennes soit vraiment impliqué et qu'il ne s'enflamme pas en s'imaginant que c'est facile. J'espère en tout cas que Rennes peut s'en sortir et gagner ce match, mais j'y crois pas tellement et je vois plutôt une victoire du Betis. Juan. 1-0 pour le Betis, parce que c'est quand même à l'extérieur. Betis peut marquer et peut décider effectivement de tuer le match lors du match retour, ce qui est beaucoup plus simple pour eux. Et Alex a dit tout à l'heure, on a
Lo Celso qui est passé par Paris, Canales, Joaquin. Donc il y a vraiment une équipe qui veut et qui a la qualité pour mettre en difficulté déjà les équipes espagnoles. Dans le Stade Rennais, là, vous allez voir le Stade Rennais. Mais les surprises, c'est bien d'avoir des. Il y aura une grosse ambiance, c'est vrai. Là-bas, il y a une belle ambiance. C'est que ce soit un grand match. C'est ça. Il y a un match retour, c'est 180. En tout cas, Rennes va mettre tout sur son atout majeur, Hatem Ben Arfa, contre le Betis Séville, c'est un adepte des grands matchs. Il est notamment aux côtés de Karim Benzema. C'est à suivre dans 5 minutes, justement, ce match, ce 16e de finale de Ligue Europa face au Betis Séville, entre Rennes et le Betis Séville. On va changer de sujet, on aura l'occasion d'en reparler de la Ligue Europa, enfin notamment même si Rennes n'est plus forcément dans la course. On va passer au mode pressing et notamment au VAR. Sport, le mode pressing. Y en a-t-il marre du VAR? La vidéo est-elle en train de pourrir le football? Selon l'écrivain Pierre Adrian, chroniqueur pour le magazine L'équipe, la vidéo est en train de pourrir le football. Elle veut assouvir une mauvaise soif de justice, soigner la maladie d'égalité. Le principe de l'égalitarisme est-il antinomique à la notion de justice dans le sport? C'est magnifique, Mamadou. Oui. Ça, c'est digne d'un écrivain. Oui. Allez, allons-y. Je vais la refaire pour qu'on comprenne tous. Ouais. Non. Il pourrait être conseiller mémoire et discours, hein. Vraiment. Allez, Mamadou. Non, mais, tu sais, le principe d'égalitarisme, à savoir, là, il est tensé parce qu'on dit que, effectivement, pour reprendre les propos de l'écrivain, du journaliste plutôt, de l'équipe, c'est que on voudrait que tout soit. Il regrette que tout soit mis au même plan et qu'on veuille sanctionner et avoir ce principe de vérité qui, quand on utilise la VAR, c'est savoir est-ce qu'il y a eu quelque chose ou pas. Et il est balancé par le principe du doute qu'on a toujours appliqué au sport, à savoir que ça fait partie du jeu, qu'on peut se tromper sur un penalty qui n'est pas sifflé, et que ça fait partie de ce sport qu'on aime tous. Et il est opposé effectivement à ce principe, à savoir que s'il y a une faute, il y a une faute. S'il y a un penalty, il doit être sifflé. Donc les deux sont en balance. Moi, je suis pas persuadé. Moi, je suis contre ce qu'a dit l'écrivain, parce que il y a trop d'enjeux, il y a trop de choses, il y a des choses qui sont vérifiables. Et ça, c'est mon avis personnel. Il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de choses qu'on peut vérifier assez facilement que ça peut jouer sur un match. Moi, je revois encore ce qui me tue, c'est je sais plus, c'était un quart de finale, 8e de finale entre l'Angleterre et l'Allemagne. La frappe de Lampard, mais qui rentre de quasiment 30 cm derrière la ligne, on l'a pas vu. Mais ils en auraient pris 4 derrière les Anglais face aux Allemands en 2014. Arrêtez avec cet exemple. Juste finir. Là, Alex dit ils auraient pu, comme ils n'auraient pas pu. Parce qu'il y a 1-0, je suis incapable de dire après 1-0 s'il veut en avoir 3 ou 4 derrière. Alors après, c'est que la supposition. Par contre, il y a un fait qui est avéré, qui est sûr, il y a but. Là, au moins à ce moment-là. Et il y a la main de Maradona, il y a la main de Vata, il y a l'erreur. Et on n'a pas des juges au football, on a des arbitres. J'ai pas fini. Après, je laisserai la parole. Mais voilà, après, ça s'oppose. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont vérifiables. On l'a pour le tennis, on l'a pour le rugby, on l'a pour la Formule 1, on l'a pour plein de choses. Le football doit rester effectivement vivre en autarcie et à part de ce qui peut se faire technologiquement. Alors après, qu'il faille trouver un équilibre pour laisser quand même la part au jeu et qu'on ne vienne pas le casser. Je suis entièrement d'accord. Il faut peut-être l'encadrer, le mettre dans des cas bien spécifiques et non pas utiliser la VAR à tout bout de champ ou la demande à tout bout de champ. Alors, il faut savoir que justement, le VAR peut être mis en question justement sur la journée d'hier, la journée de Ligue des Champions d'hier, et il en parlait justement Alexandre tout à l'heure. Ce mercredi soir, l'assistance vidéo à l'arbitrage a fait ses grands débuts en Ligue des Champions, et puis il y a eu un premier but qui a été refusé justement dans ce match. Juan José. Hors-jeu des positions. Oui. Alors l'arbitre, s'il l'avait vu, il l'aurait sifflé. On lui a signalé qu'il y avait un hors-jeu des positions. Il allait vérifier. Et il l'a signalé, il a annulé logiquement le but de l'Ajax. Et ça rentre dans les quatre règles d'utilisation du VAR. Donc le VAR est nécessaire. Je crois qu'effectivement, le football a évolutionné, n'est pas dans les années 50. Est-ce qu'on se pose la question sur l'arbitrage vidéo dans les en tout cas le coach football américain, le coach de l'Ajax, nous ne sommes pas américains, on n'a pas cette culture constamment de la civilisation. Et alors, mais quand tu as une équipe comme le Real, comme le Barça, comme Manchester, et qui font pratiquement 1 milliard d'euros. Voilà, et ben tu vas parler d'argent. Et ben voilà, on n'est plus dans la poésie, on n'est plus dans les années 50. Alors, la Maradona, c'est l'histoire du football. Lors de la première finale, ça me fait mal au cœur, mais c'est
la vie. Lors de la première finale de Coupe du Monde au Paraguay, il y avait même un joueur qui lui manquait un bras. Mais on ne joue pas maintenant comme ça. Le football a changé. Pourquoi tu remontes là-bas? Dans les années 30, 40, mais tu peux revenir même avant. Attends. Et comme il a changé, il faut qu'on évolutionne avec lui. Alexandre, Juan José va dans le sens où c'est bien parce qu'il y a plus de justice finalement dans le jeu. Toi, t'es plus sceptique sur ce. Mais un match de football, c'est pas un tribunal. On n'est pas là pour de la justice. C'est du sport, c'est la vie. Le foot, c'est comme dans la vie. Il y a parfois des erreurs, il y a parfois des bonnes actions, des mauvaises actions. C'est comme ça. C'est comme le carton jaune de Sergio Ramos. Et alors, oui, je vais te poser du football. Je vais te poser une question. Autant pour les clubs, autant pour les joueurs. Demain, en finale de Coupe de la Ligue, ou en finale de Ligue des Champions, ou en finale de Coupe du Monde, il y a un décisif avec la main. Tu serais pas. Et alors, on s'est fait voler à Marseille avec ça. En finale de Coupe du Monde, l'été dernier, excusez-moi, mais on a revu 100 fois la vidéo, la main du pauvre défenseur croate. Moi, je vous dis la vérité, je suis arbitre de touche, arbitre de centrale. Je siffle pas, il n'y a pas pénalty, il faut arrêter de rêver. Donc la VAR peut se tromper, et elle se trompe au même titre qu'un arbitre sans la VAR. Donc à quoi ça sert? Revenons à des règles. Si la VAR se trompe, c'est l'arbitre. L'arbitre se trompe, donc on va perdre 10 minutes pour rien. Bah oui, mais si. Mais si, parce que sinon l'arbitre il siffle pas. Il siffle pas. En tout cas, hier. Il n'y a pas pénalty, il n'y a pas 2-0 pour la France, ou 2-1. Sur le match. Et il n'y a pas faute, il y a pas faute sur Griezmann pour le 1-0. Non, mais sur le match d'hier, Alexandre, sur le match d'hier, en tout cas, il y avait un hors-jeu, quoi qu'il arrive. Voilà, donc, sur le but de la et ben voilà, donc la VAR, ça sert quand même à quelque chose. Non, ça sert à rien, ça apporte des problèmes aux problèmes. Laissez les hommes gérer le sport. On n'est pas aux États-Unis où on veut constamment, on est pour la justice, chaque faute siffler, machin. C'est pas ça le football, et vous allez tuer le football à force de faire ça. Le mot de la fin pour Claude, pour notre coach. Est-ce que tu penses justement cette décision forcément l'a fait jaser hier, mais l'assistance vidéo à l'arbitrage pour toi c'est une erreur? Regarde Guillaume, t'as mis une vidéo, on met l'assistance vidéo, mais on en parle encore, il y a encore de la polémique. Donc c'est une question d'interprétation. Moi je pense que, alors bien sûr que ça peut améliorer certains faits, mais quelque part, c'est mon point de vue. Moi je pense que ça tue la discipline. Ça tue la discipline, comme vous avez pu voir justement cette décision hier, et puis les autres décisions elles ont fait jaser. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Alexandre Séverin, Mamadou Lamimane, Juan José Dorado, ou encore notre coach Claude Tollet. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices de Beurre FM, de nous avoir écoutés pendant 1 heure, évidemment, et puis d'avoir réagi au téléphone, sur Facebook, sur Twitter. On se retrouve demain, 18h-19h pour Time Sport sur Beurre FM. Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.